Bonjour, ici Victorien. Dans ce nouvel épisode des podcasts de Paris en commun, nous allons vous parler de l'agriculture urbaine. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à Paris, il y a des ruches, on cultive du safran et encore plein d'autres choses. Pour nous parler de tout ça, je reçois Pénélope Comitès, adjointe à la maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine et des affaires funéraires. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait peu, mais jusqu'à la moitié du 19e siècle, plus de 5% de la surface de la capitale intramuros, soit presque 600 hectares, était consacrée au maraîchage. Alors, on cultivait à Paris du concombre et même des melons. Alors, aujourd'hui, la ville de Paris veut faire revenir l'agriculture dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? C'est une chance extraordinaire de faire revenir l'agriculture dans Paris. Alors, bien évidemment, pas pour être autosuffisant. On n'a jamais pensé qu'on allait être autosuffisant, mais c'est un levier important déjà pour renforcer les liens avec les agriculteurs franciliens, pour protéger ces terres franciliennes, cette ceinture verte de Paris de la bétonisation. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de travailler et de conserver ces terres. Et puis après, pour une ville, quelle que soit la ville, il y a des bénéfices extraordinaires qui font et qui permettent de faire de nos villes des villes résilientes, notamment parce que l'agriculture urbaine, comme la végétalisation, ça permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Par exemple, vous descendez quand on a un pic de chaleur, quand vous avez des surfaces végétalisées, vous descendez de moins 7 degrés, vous avez 80% de mortalité en moins. Donc ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, ça permet la rétention des eaux pluviales. Ça permet aussi de développer des circuits courts de proximité parce que beaucoup d'agriculture urbaine est transportée par petits triporteurs dans Paris. Donc on voit bien qu'on n'a pas qu'il y a un sujet aussi de logistique urbaine qui est importante. Et puis on ne le savait peut-être pas au début, mais c'est un vivier de création d'emplois extrêmement important, d'emplois classiques, mais aussi d'emplois d'insertion qui permet effectivement à des personnes qui soient éloignées de l'emploi, soit soi-disant trop âgées pour rentrer sur le marché du travail, de retrouver un emploi. Ça crée du lien social. Alors, je ne sais pas si ça crée du lien social ou ça recrée beaucoup de liens sociaux, notamment dans beaucoup de territoires du nord-est parisien. Ça a permis aux Parisiens de redescendre dans les cours de leurs immeubles, de discuter, de faire société. Et puis, je crois que c'est aussi permettre à tous d'avoir une alimentation de qualité, de proximité. C'est un nouveau mode d'accès à la nature et c'est tout sauf un gadget. Et vous, du coup, pour développer l'agriculture urbaine à Paris, vous avez lancé un programme qui s'appelle Pariculteur. Alors, c'est un mot assez amusant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce programme ? Oui, alors pariculteur, c'est un nom qu'on a créé. Voilà, c'est ceux qui cultivent Paris, les pariculteurs. Il y a des pariculteurs et des paricultrices aussi. Alors l'idée, c'était la feuille de route que m'avait confiée la maire, c'était il faut faire 30 hectares d'agriculture urbaine. La première fois, je me suis dit, 30 hectares, comment on va faire ? Donc, on a réfléchi et on s'est dit, Paris, la ville, le département à l'époque, possède bien évidemment du foncier, des gymnases, des crèches, des écoles, etc. Et l'idée, c'était de se dire, on va travailler sur ces surfaces, voir si c'est possible de cultiver sur ces surfaces qui nous appartiennent. Mais que si on veut développer l'agriculture urbaine à grande échelle sur une ville comme Paris, il faut pas le faire seul. Il faut le faire avec d'autres. Et donc, on a eu l'idée de lancer ces appels à projets où en même temps, sur des sites de la ville, sur des sites qui appartiennent à des propriétaires privés, à des bailleurs, à des foncières, à des copropriétés, on a lancé ces appels à projets qui sont quelque part effectivement cette vitrine de l'agriculture urbaine à Paris, mais qui sont aussi des catalyseurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons. Il y a tous ceux qui potentiellement possèdent du foncier sur Paris. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on a lancé ces programmes, on a décidé d'aider aussi tous nos partenaires. Donc on les aide sur les permis de construire, on les aide sur l'installation, sur notre patrimoine, on refait les travaux d'étanchéité, de garde-corps, et c'est une espèce un petit peu d'explosion. Et
Paris est la seule ville qui a lancé ces appels à projets. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était venu me voir de New York, qui faisait de l'agriculture urbaine sur les toits de New York et qui me disait, mais nous à New York, on doit se débrouiller tout seul, on doit trouver les surfaces, on doit faire les travaux et il n'y a pas cette espèce de poids de la ville et d'énergie de la ville à trouver des surfaces et à nous pousser à faire de l'agriculture urbaine. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est unique et qui est très intéressant. Alors, les pariculteurs, ça fonctionne très bien. On en a la 3e saison. Qui sont les lauréats un peu emblématiques ou les histoires un peu marrantes que vous pouvez nous raconter sur ces lauréats de la 3e saison ? Alors la 3e saison de Pariculteurs, c'est effectivement beaucoup de sites, dont des sites dans le Grand Paris, puisqu'on a voulu aussi préfigurer ces pariculteurs qui pourraient s'appeler les métroculteurs à l'échelle du Grand Paris et de la métropole. C'est aussi des sites au sol, parce que c'est important de se dire on peut cultiver sur les toits, mais on peut aussi faire de l'agriculture urbaine au sol à Paris. C'est des nouvelles cultures qu'on n'avait pas encore vues. Des champignons de Paris, c'est extraordinaire de se dire qu'on a fait revenir le champignon de Paris, de la spiruline, c'est des plantes qui servent à faire de la teinture. Alors quelques exemples de projets sur la crèche à Max Jacob dans le 13e arrondissement, on a un espace en pleine terre qui permet de faire des couleurs végétales par un pariculteur qui s'appelle Wool, à proximité de la Bièvre et de l'ancien quartier des manufactures parisiennes, quelque part qui vient redorer l'histoire aussi de l'industrie textile. Et là, on va avoir des teintures 100% végétales, parisiennes, créées à partir de plantes cultivées, transformées sur place, avec des ateliers pédagogiques. Un très beau projet qu'on a porté à Montreuil aussi, sur les murs à pêche, qui va faire de la floriculture avec des acteurs locaux. Donc voilà, ça c'est des projets un petit peu intéressants. Et il paraît aussi que sur les toits de l'Opéra, il y a des ruches, et que même que le miel de Paris serait très bon. Alors oui, à Paris, il y a des ruches, parce que on a créé aussi beaucoup de parcs et jardins. On a créé une trentaine de nouveaux hectares de parcs et jardins. Donc les abeilles ont un champ de butinage important avec une très très large palette végétale grâce à tout ce qu'on peut planter dans nos parcs et jardins, ce qui fait qu'on a un miel de Paris extrêmement aromatique. On a aussi un miel de Paris qui n'a pas de pesticides, puisque nous n'avons plus de pesticides depuis maintenant très longtemps, aussi bien dans nos parcs et jardins que dans nos cimetières. Et donc, nous avons effectivement installé des ruches via des appels à projets. Nous sommes aussi nous faisons très attention. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a un nombre suffisant de ruches à Paris, qu'il ne faut pas en mettre plus. Et nous sommes aussi très attentifs à favoriser l'installation de l'ensemble des pollinisateurs sauvages, notamment en installant des hôtels à insectes, par exemple, dans les parcs et jardins, en les distribuant aux Parisiens pour qu'ils les mettent sur leur balcon, par exemple, aussi. Et puis, on a installé un premier rucher pédagogique sauvage au parc de Bercy pour sensibiliser les Parisiens à ces questions. Il y a les abeilles, mais il y a aussi les pollinisateurs sauvages et il faut que tout cela vive ensemble, pas au détriment les uns des autres. Comme nous, quoi, un peu. Et à Paris, il y a aussi beaucoup de brasseurs artisanaux et assez peu de houblon local. Alors le houblon, c'est cette fameuse plante qui grimpe, qui sert à aromatiser la bière. Et vous avez lancé plusieurs appels à projets pour remédier à ça. Alors c'est surprenant de se dire qu'on a planté du houblon dans Paris. Il y a un phénomène aujourd'hui très attractif de nouvelles brasseries qui s'installent à Paris, en Île-de-France, et on s'est dit, mais le houblon, finalement, ça pousse bien partout, et on a lancé des appels à projets, type pariculteur, mais pariculteur houblon. Et on a planté un peu plus d'1 kilomètre de houblon. Donc ça pousse très vite et ça pousse très haut. Il y en a notamment rue de Lyon, dans le 12e arrondissement, à côté de l'Opéra de la Bastille. Cette année, on a eu une bonne récolte, puisqu'on a eu à peu près 50 kilos de houblon frais. Ça fait à peu près 9000 litres de bière. Et il y a un vrai renouveau des bières artisanales. Je crois que c'est
c'est assez. Moi, j'ai été déguster de la bière de Paris dernièrement dans une brasserie du 19e arrondissement. Et voilà, donc c'est très sympathique. On voit tout ce qu'on peut fabriquer à Paris. Et alors, encore plus étonnant, on cultive du safran. Il y a le premier safran parisien qui a été créé. Alors, il pousse sur le toit apparemment d'une monoprix d'Avel dans le 13e et même au-dessus de l'Institut du monde arabe. Alors, c'est des filles extraordinaires qui font du safran. Elles s'appellent les bien élevées. C'est 4 sœurs qui se ressemblent beaucoup, surtout quand elles sont les 4 en salopette, par exemple. Elles ressemblent beaucoup aux Beatles dans Abbey Road. Elles sont fait exprès un peu. C'est des filles extraordinaires qui, effectivement, nous ont proposé un projet de plantation de houblon. Et quand en jury des pariculteurs, on a regardé ça, on s'est dit, oula, est-ce qu'on peut faire du houblon est-ce qu'on peut faire du safran à Paris? Et la DRIAF, qui participe à nos jurys, nous a dit oui. Et donc, effectivement, elles font du safran sur le toit de ce monoprix. C'est assez extraordinaire parce que quand ça pousse, ça devient complètement violet. C'est merveilleux. La première récolte a eu lieu à l'automne 2018. Donc, on peut acheter ce safran dans le toit du monoprix qui est en dessous. On voit bien cette notion de circuit court. Et puis, elle s'installe maintenant un petit peu partout. Et puis, elle décline ce safran sous forme de parfum, sous forme de pâte de fruits. Donc maintenant, on a du safran made in Paris. Ok, alors ça donne un peu envie de goûter tout ça. Alors la participation citoyenne est aussi au cœur des projets d'agriculture urbaine à Paris. Donc la ville a depuis assez longtemps déjà lancé des programmes pour développer des jardins partagés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors aujourd'hui, Paris compte 135 jardins partagés, principalement dans nos parcs et jardins, mais pas que. Il y en a aussi chez les bailleurs sociaux, qui ont souvent de beaux espaces verts. On en a créé plus d'une cinquantaine depuis le début de la mandature, depuis 2014. Alors je reste persuadée que voilà, c'est du jardinage, hein. Voilà, c'est un formidable levier de lien social. Voilà, je crois que ça correspond à notre politique de conviction, de lien social, de solidarité. Ce sont des lieux de rencontre, ce sont des lieux de partage, de convivialité. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, on boit un coup, on jardine, on papote. Et puis c'est aussi un maillage extraordinaire de notre territoire en termes de corridors de biodiversité, en termes de trames vertes. Et puis moi qui suis une jardinière, je ne sais pas si on dit jardinière, voilà, moi qui suis une jardinière, c'est tellement extraordinaire d'avoir les mains dans la terre. Ah mais ça, je veux bien vous croire. Mais d'ailleurs, moi, je vais prendre ma casquette de Parisien. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pour avoir une petite parcelle dans un jardin partagé ? Alors, les jardins partagés sont gérés par des associations. Donc, ce sont des associations qui se créent, qui généralement se mettent en relation avec leur mairie d'arrondissement. Et quand on crée des jardins, disent on aimerait bien, pendant les concertations, faire un jardin partagé. Et souvent, donc, il y a des négociations entre les mairies d'arrondissement, la mairie de Paris, et les jardins partagés se créent aussi comme ça. Et puis, il y a des Parisiens qui nous écrivent en disant « mais j'ai repéré des surfaces, on pourrait faire un jardin partagé ». Donc, moi, je suis toujours partante, on trouve toujours des solutions. Et le budget participatif s'y met aussi parce qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été votés, notamment dans les écoles, il me semble, autour de l'agriculture urbaine. Alors, dans les écoles, c'est extrêmement important parce que je suis persuadée que ce sont les enfants aussi qui apprennent beaucoup à leurs parents et il faut que les enfants soient extrêmement sensibilisés à la problématique environnementale et aux problématiques d'écologie. Et dans les jardins, nous avons planté des vergers. C'est toujours impressionnant. Alors les enfants disent les pommes, mais ça pousse au mois de janvier. Non, ça pousse pas au mois de janvier. On a planté un verger la semaine dernière à l'école La Morissière dans le 12e arrondissement. Alors bon, en même temps, c'est un cours pour eux. On leur dit voilà, alors ça se plante comme ça va pousser dans tant de mois et après on pourra les manger. On a aussi installé des potagers partout où on pouvait dans les écoles. Donc les enfants disent mais madame, pourquoi
tu mets les pommes de terre dans la terre. J'ai dit non, je ne mets pas les pommes de terre dans la terre. Les pommes de terre poussent dans la terre. Donc tu vois, là, je ne la mets pas dans la terre, je la sors de la terre. Et voilà, et je crois que voilà, il y a beaucoup de petits Parisiens qui souvent voient arriver les aliments dans leur assiette et imaginent très peu voilà, comment tout ça a poussé, comment la saisonnalité des produits aussi, des fruits, des légumes. Et c'est important. Et puis quand on a pu installer aussi des composteurs dans les écoles avec ces potagers et ces vergers, on l'a fait aussi. Alors justement, pour parler des composteurs, moi qui habite dans le 12e, j'ai eu la chance de faire partie des premiers Parisiens à recevoir mon petit bac de compost. Alors j'en suis très content, mais du coup je me demande, le compost que je fais sur ma fenêtre, où est-ce qu'il va après ? Alors, vous avez beaucoup de compost de quartier aujourd'hui. Les Parisiens sont très friands de compost. Il y a effectivement 3 arrondissements aujourd'hui sur lesquels on a lancé une opération importante de collecte de déchets alimentaires. C'est notamment, ça a été initié dans le 12e, le 19e et le 2e. L'idée, c'est effectivement de pouvoir collecter ces déchets alimentaires, de ne plus les envoyer à l'incinération. Et ce compost, il est très apprécié des jardiniers parisiens, notamment de ceux qui ont des permis de végétaliser. Je pense que c'est une question fondamentale. Il faut qu'on arrive effectivement à développer cette collecte de déchets alimentaires partout dans Paris. Il faut réfléchir aussi à ce qu'on peut en faire, hormis le mettre voilà, dans les jardins partagés, dans les jardins, sur son balcon, dans sa terrasse. À une échelle comme une ville comme Paris, il faut avoir une vraie réflexion sur la filière aval des déchets, mais je crois que c'est aussi important. On voit que les Parisiens qui compostent ont des modifications aussi de comportement. Ils achètent en vrac, ils achètent moins de produits emballés parce que ça fait moins de déchets. Et donc, voilà, on est sur des politiques qui sont vraiment qui vont faire de Paris une ville résiliente. Et si on essaie de regarder un petit peu plus loin que Paris et aller dans le Grand Paris, quelle est la relation que vous essayez d'avoir avec les agriculteurs à l'extérieur de Paris ? Alors pour l'instant, les relations qu'on a eues avec les agriculteurs de première, de seconde couronne sont des relations qui sont très bonnes. On a notamment, pour tous les pariculteurs, travaillé avec la Chambre d'agriculture, avec les jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que les pariculteurs qu'on a installés sur nos toits sont conseillés par les jeunes agriculteurs. On les a financés, notamment les jeunes agriculteurs aujourd'hui ont des points d'accueil dans Paris pour donner des conseils aux pariculteurs. Comment s'affilier par exemple à la mutualité sociale agricole, comment obtenir des fonds européens, etc. Et puis surtout, tout ne pousse pas sur les toits de Paris. Il y a des produits qui ne poussent qu'en première ou seconde couronne. Donc c'est aussi des liens entre ces agriculteurs et nos pariculteurs pour compléter des paniers qui sont par exemple vendus sous forme d'AMAP. Et puis, par là même, on protège ces terres agricoles de première couronne. Ce n'est qu'un début, mais prometteur. Alors, impossible de parler d'agriculture urbaine à Paris sans évoquer les champignons de Paris. Est-ce qu'on produit aujourd'hui beaucoup de champignons dans Paris intramuros ? Oui, alors, dans ma feuille de route, il y avait marqué 30 hectares d'agriculture urbaine sur les toits. Et on a commencé évidemment sur les toits, etc. Puis un jour, je me suis dit, il y a beaucoup de parkings vides dans Paris. Et je me suis dit, mais on pourrait pas faire de l'agriculture dans des parkings. Et on a mis un premier parking dans un appel à projet. Et on a une jeune start-up qui s'appelle Cycloponique La Caverne qui s'est lancée à la porte de la Chapelle et qui a commencé à faire pousser donc des champignons, des shiitake, j'ai toujours du mal à le dire, et des endives aussi, et qui ont eu une appellation bio. Et qui aujourd'hui produisent des tonnes d'endives et des tonnes de shiitake et qui va bientôt donc là s'implanter dans un autre parking du 19e arrondissement et qui là va faire pousser des pleurotes, mais qui va surtout faire pousser à nouveau pour la première fois dans Paris des champignons de Paris. Donc les champignons de Paris reviennent dans Paris. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche.
À bientôt.